vous mentionner qu'il y aura une période de questions d'environ 15 minutes à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire soit dans le clavardage ou encore à attendre à la fin, puisque vous aurez l'occasion de prendre la parole à ce moment-là. Si certains parmi vous n'ont pas assisté au premier webinaire, sachez qu'il est disponible sur le site du SNP ainsi que l'ensemble des documents qui étaient partagés à cette occasion-là. Par ailleurs, plusieurs autres documents vous seront partagés aujourd'hui et seront disponibles sur le site du SNP très rapidement à la suite de la présentation d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente Madame Brigitte Gagnon, qui est professeure au département de gestion de l'éducation de l'Université de Sherbrooke. Nous avons Bonjour. également, bonjour. Nous avons également Monsieur Yves Gamache, qui est quant à lui conseiller pédagogique au CSS de Saint-Hyacinthe. Bonjour à tous et à toutes. Ils ont collaboré sur de nombreux projets relatifs à l'insertion professionnelle et à l'accompagnement mentoral. Ils nous partagent aujourd'hui la suite de leurs travaux. Je vous laisse donc la parole et je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, Maude, pour cette introduction. Donc, ça nous fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir dans le cadre de la série de 3 webinaires qu'on a co-réfléchi avec Maude et Caroline là, au cours des derniers mois. Donc, en fait, les 3 webinaires sont indépendants et complémentaires et ils visent à soutenir la connaissance de soi et la réflexion des personnes mentors au regard de leur agir professionnel compétent et conscient en accompagnement. Mais il peut aussi nourrir peut-être la pensée ou la réflexion des conseillers pédagogiques ou toute autre personne, en fait, qui ont un rôle d'accompagnement auprès du personnel en insertion professionnelle. Et on veut aussi vous proposer des ressources théoriques et pratiques pour enrichir votre coffre à outils de personnes mentors. Et comme l'indique la petite flèche, nous avons eu déjà une rencontre le 11 mars. On s'amène aujourd'hui, 14 avril, avec des intentions plus spécifiques qui vont dérouler dans les prochaines minutes. Et on aura un rendez-vous avec vous cet automne pour clôturer le tout. Donc, voilà notre plan, nos intentions générales. Voilà. Donc, plus précisément, aujourd'hui, l'intention de la rencontre, c'est de découvrir la théorie de l'autodétermination, la démarche de co-développement professionnel, ainsi que des stratégies des ressources pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes enseignantes novices. Comment ça va s'articuler, grosso modo? On a donc le modèle d'agir professionnel compétent et conscient de la personne mentor. Donc, Brigitte va refaire un petit retour tantôt sur ce qu'on avait déjà comme présenté au premier webinaire, mais on va le faire vivre un petit peu plus aujourd'hui. Les besoins fondamentaux selon la théorie de l'autodétermination de Deci Ryan, qui ont été un élément déclencheur, et finalement, la démarche de co-développement professionnel au niveau des ressources, des stratégies gagnantes. Et moi, à titre de mentor, quand j'ai été mentor, ça a été comment je pourrais dire, un outil de développement professionnel personnel là, à titre de mentor. Donc, apprendre à écouter, en tout cas, on va élaborer quel impact ça a eu à moi à titre de mentor. Voilà. Donc, dans l'esprit d'une continuité, j'aime bien proposer de faire un petit regard dans le rétroviseur pour voir d'où on vient et où on va avec nos présentations. Peut-être, Yves, tu peux cliquer déjà sur toutes les prochaines là, pour faire apparaître l'ensemble de l'œuvre. Merci. Oups, ça Non, allait un petit peu trop vite, l'autre d'avant. excuse-moi. Donc, en fait, ce qu'on vous propose comme base, c'est un modèle d'agir compétent et conscient, d'accompagnement pour enseignants novices en contexte d'accompagnement mentoral pour favoriser une insertion professionnelle réussie. Le modèle que vous avez à l'écran a été développé dans le cadre d'une recherche-action entre 2018 et 2020. J'étais alors conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières et Yves était enseignant-mentor associé à une des écoles participantes. Et le but était de réfléchir avec des mentors, des gestionnaires scolaires, les gens du syndicat, des ressources humaines et des services éducatifs à mettre à jour un modèle qui nous permettrait d'orienter le développement professionnel des personnes mentors. Donc, ça faisait partie de mon mandat d'élaborer la formation des mentors
en compagnie, entre autres, on avait une collègue chercheure, Nancy Goyette, qui était impliquée dans le projet, des gens des ressources humaines et ressources éducatives aussi. Puis ce que vous voyez, c'est un peu les morceaux de l'agir compétent conscient. C'est-à-dire que si on part de l'idée qu'on veut accompagner un enseignant novice, ben, il faut avoir des intentions claires sur ce qu'on veut faire. On va mettre à jour nos croyances, nos présupposés et on va agir avec certaines actions clés. Donc, c'est ce que vous retrouvez au milieu de la diapo. On avait identifié quelques actions clés là, qui sont les points de forme au centre. Et les mots qui sont en bleu, ce sont les mots sur lesquels on s'est penché pour vous offrir un coffre à outils dans les au cours des 3 webinaires. On voit que, dans le fond, pour agir avec compétence, ben, les mentors ou les accompagnateurs arrivent avec des ressources personnelles. Ça, c'est votre bagage que vous avez acquis au fil du temps, vos forces, vos expériences, vos connaissances, vos compétences. Quand on vient dans des moments comme aujourd'hui, mais ça, c'est déjà tout là. Ce qu'on vient chercher, c'est d'autres ressources, des théories, des modèles, des outils, connaître un réseau, des capsules qui vont venir s'intégrer à votre modèle. Donc ça, c'est le premier morceau important, c'est qu'à chaque fois qu'on vous voit, on vous remet l'idée que nous, on vous offre des outils qui vont avec ce modèle-là. Deuxième élément, ça, c'est un modèle pour soutenir le développement collectif. Mais on a aussi à cœur qu'à travers tout ça, si on va sur la prochaine diapo, Yves, que vous soyez en mesure de faire au fil du temps votre propre modèle d'agir compétent de personne mentor ou accompagnatrice. Et pour ce faire, mais vous avez reçu, vous avez accès dans la conversation à un outil où vous allez pouvoir réfléchir au fil des rencontres à qu'est-ce que pour vous l'accompagnement? Donc, vous les voyez, là, les questions, je suis à droite dans le modèle. On part de vos présupposés, hein. Qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi vos théories de base? C'est quoi vos modèles de référence pour l'accompagnement? Quelles sont vos valeurs, vos convictions profondes, vos cadres, vos outils? Ça, c'est important parce que tout ce qu'on présente, ça va faire du sens ou non en fonction de vos présupposés. On va aussi se poser la question, quelles sont vos intentions? Pourquoi vous avez accepté d'être un accompagnateur ou une accompagnatrice? Et aussi, quelles sont les actions que vous allez privilégier? Tout ça en fonction de votre contexte. Donc, on va vous donner un exemple avec le modèle de Yves, mais notre intention de base, c'est que chacun, au fil du temps, par ce type de questionnement-là, vous arriviez à dégager vraiment votre signature personnelle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice auprès des enseignants novices. Donc, Moi, oui. j'ajouterais juste que dans la diapo de droite, dans l'image de droite, on a le contexte au niveau des pieds, on a les présupposés au niveau de la tête, on a les intentions proches du cœur, les actions proches des mains. Donc, on va on va les faire vivre tantôt ces parties du corps-là. Est-ce que tu es prête à la prochaine? Oui, tout à fait. Donc, vous avez ce même modèle-là qui est vide. Si vous étiez avec nous à la première rencontre, vous avez peut-être commencé à mettre des éléments dedans. Aujourd'hui, on continue, puis ça se poursuivra là, par la suite pour vraiment créer votre modèle inédit. Donc, avant de céder la parole à Yves, en fait, on va vous mettre un petit peu en contexte. Au moment où j'étais conseillère pédagogique et Yves enseignant mentor dans une école, avec plein d'autres choses à articuler, on avait travaillé ensemble parce que Yves était rendu à un moment où il se disait, Brigitte, j'ai plein de ressources, je fais plein de choses, j'ai plein de connaissances, plein d'expériences, puis j'aurais besoin d'aide pour mettre à jour mon propre modèle. Qui suis-je comme personne accompagnatrice? Et c'est là qu'on a utilisé les questions que vous avez vues dans la diapo précédente. Dans un échange dialogique, en quelques rencontres, on a réussi à mettre à jour ce modèle-là. Puis c'est là-dessus qu'on va se baser pour présenter les autres ressources qui sont en cohérence aussi avec le modèle global du départ qui a été fait dans la recherche-action, mais qui est vraiment adapté selon le vécu de Yves. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc, j'ai bien fait d'avoir des petites feuilles, mes notes n'ont pas suivi. Donc, si on commence avec l'encadré turquoise au niveau du contexte, donc on l'a fait tantôt, le lien avec le fait que c'était l'environnement, donc les pieds, où est-ce qu'ils sont ancrés? Bien, ils sont ancrés dans un environnement. Mais juste avant,
je tiens à souligner que mon modèle d'accompagnement à titre de mentor n'est pas tellement loin de mon modèle d'accompagnement à titre de conseil pédagogique. C'est sûr que mon environnement a changé à titre de CP, mais je pense qu'on reste la même personne là, avec les mêmes croyances et puis on va se griller, on va se nourrir ou aller chercher d'autres outils. Mais on reste passablement la même personne lorsqu'on accompagne. Donc, quand je mets mon chapeau de mentor, ben justement, donc, tantôt on parlait du petit bonhomme avec les pieds. Donc, le contexte, l'environnement, qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce que ça contient dans le fond? Bon, ben, quand j'étais mentor, j'accompagnais une école. J'étais dans une école où il y avait 20 d'enseignants novices. J'avais une tâche qui était, bon, peut-être de rêve, dans le sens que j'étais libéré à 40 à titre de mentor, puis à 60 pour un projet spécial. Spécifique. Donc, j'avais du temps pour m'occuper de différents projets, entre autres, travailler avec les équipes niveau, soit en français, lecture, écriture, mais ça me laissait beaucoup de temps aussi pour l'accompagnement parce qu'il y avait comme des vases communicants là, pendant l'année scolaire. Au niveau de l'environnement, on parle de leviers, donc les leviers, les obstacles de l'environnement, au niveau de la culture, le temps, les ressources disponibles. Ça peut varier d'une situation à l'autre. Moi, je m'étais organisé à titre de mentor pour avoir une condition gagnante, c'était d'avoir mon bureau dans la salle des profs. Alors, en étant dans la salle des profs, bien là, à ce moment-là, j'étais capable d'avoir beaucoup de discussions informelles très payantes. Il y a même des profs du régulier, là, des profs établis qui venaient à la confesse, comme certaines personnes se plaisaient à le dire. J'étais capable d'attraper des choses à ce moment-là et d'être beaucoup plus proactif. Donc, juste mon environnement physique, d'avoir placé un endroit dans la salle des profs, c'était super payant. C'est sûr que quand on a l'ouverture de la direction d'école, là, c'est vraiment un bras de levier pour être capable d'œuvrer dans notre tâche. Évidemment, bon, il y a différents obstacles. Le manque de temps, des fois, si on a plusieurs écoles à faire, bien là, ça peut affecter un peu le contexte ou notre travail. Si on s'en va après ça, ici, au niveau des intentions, ben, les intentions, si on parle, mettons, au niveau du cœur de le petit bonhomme, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je fais, dans le fond, qu'est-ce que je veux faire exactement à titre quelle est ma mission comme mentor? Moi, ce qui m'a mobilisé beaucoup, c'était, bon, j'aimerais ça avoir une meilleure insertion professionnelle que j'ai eue. Comparativement à ce que moi j'avais eu, on était laissé pas mal à nous-mêmes. Puis, surtout, j'avais commencé dans une école de campagne où est-ce qu'on était juste des novices. Donc, c'était difficile de réseauter. Fait qu'on on a de la difficulté à ce niveau-là. L'autre chose, au niveau des éléments, bon, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était lors du colloque du CETREC, une orthopédagogue qui faisait du co-développement avec ses collègues orthopédagogues. Puis là, je dis, hein, c'est quoi ça? Puis là, on m'a parlé de ça. Là, on m'a parlé de pratiques collaboratives, le plaisir de partager son expertise, de réfléchir ensemble. Et fait que là, j'ai dit, moi, j'aimerais ça, vivre ça, mais le milieu dans lequel j'étais à ce moment-là n'était pas disponible. Donc, à titre de mentor, bien là, j'ai pu faire revivre cette histoire-là un petit peu, là, puis la mettre en place. Évidemment, après ça, il y a eu je suis tombé sur la théorie d'autodétermination, donc les besoins fondamentaux, psychologiques fondamentaux. Donc ça m'a été vraiment éclairant. Ça m'a vraiment donné du gaz pour le reste de mon projet. Et finalement, là, c'était, voilà, les ancrages. Les ancrages, est-ce qu'on est rendu? C'est sur l'autre d'après. Tu peux continuer avec ton autre diapo. Ah oui, voilà. Donc, les ancrages.
Ah, c'est ça, on avait fait une séparation. Donc, les présupposés, mais là, c'était, dans le fond, la tête, les croyances, les valeurs. Et puis, dans le fond, pour être capable de passer d'un mode intuitif à un mode appuyé. Puis, moi, j'ai eu, dans le fond, les trois cadres théoriques ici qu'on veut exposer, c'est les besoins fondamentaux, donc de Ryan et d'Essie, le groupe de co-développement, puis le référentiel des compétences de la personne enseignante. Donc, c'est un peu ces trois cadres-là qu'on a gardés pour le webinaire aujourd'hui. Là, je vais donner la parole à Brigitte pour le reste. Donc, certainement que la plupart d'entre vous connaissez le référentiel de compétences de la profession enseignante. Si vous êtes enseignant, ça fait partie de votre outil pour vous développer. Et si vous êtes mentor ou accompagnateur, c'est à partir de ça qu'on peut travailler sur le développement professionnel des personnes. Et pour moi, ce référentiel-là, quand je suis en accompagnement, c'est de toujours aller trouver l'objet sur lequel on va vouloir soutenir les personnes qu'on accompagne. Et le modèle de co-développement qu'on va vous expliquer dans quelques minutes, pour moi, ça faisait beaucoup de sens quand on a parlé du webinaire aujourd'hui. Si on va sur la diapo suivante, je suis allée accrocher beaucoup à la compétence 11 du référentiel. Donc, ce qu'on peut voir dans la compétence 11, c'est que oui, il y a une attente de s'engager dans son propre développement tout au long de sa carrière comme enseignant. Mais il y a aussi une attente de professionnels de haut niveau de s'engager à vivre de l'entraide professionnelle, d'apporter du soutien aux enseignants moins expérimentés débutants et aussi d'adopter une posture réflexive dans une perspective d'amélioration continue. C'est aussi une compétence qui nous invite à trouver des façons de faire l'analyse de nos enjeux éducatifs et de nos dilemmes avec les autres, puis aussi de soutenir et d'encourager les pairs dans leur développement. Alors, le modèle qu'on va vous présenter dans quelques minutes, une des assises, c'est qu'elle soutient le développement de la compétence professionnelle du référentiel. Bon. Pour d'autres références, Yves, tu vas pouvoir parler de tes autres ancrages. Oui, on est prêt. Donc, pendant mon travail de mentor, je suis tombé sur un article de Sauvé qui parlait de l'attrition des enseignants au Québec. Puis, bon, il nommait justement que les raisons pour lesquelles les enseignants abandonnaient la profession. Bon, il parlait que la gestion de classe était difficile, la précarité du travail était pas évidente, la charge de travail. Mais ce qui revenait beaucoup, c'était là, je paraphrase un petit peu, là, c'était que la plupart des personnes interviewées avaient des besoins fondamentaux, psychologiques fondamentaux, non satisfaits dans le cadre de leur travail. Donc, il n'y avait pas le sentiment d'être autonome, il n'y avait pas le sentiment de faire partie d'un groupe, puis il n'y avait pas le sentiment d'être compétent. Donc, c'est ça qui m'a comme marqué. Et puis là, j'ai dit, on va expliquer peut-être un petit peu pour ceux que les trois besoins fondamentaux, là, c'est un petit peu nouveau. Donc, on parle de perception. Donc, avoir la perception d'être autonome, de décider volontairement, de faire ses choix en cohérence ou en congruence avec soi-même. Donc, au niveau de l'autonomie, c'est ça. Au niveau de l'affiliation, sociale. Donc, avoir la perception de faire partie d'un groupe, avoir la perception d'avoir des personnes qui s'occupent de nous, qui s'occupent de nous, qui se questionnent comment que ça va, et puis d'avoir la perception d'être compétent. Donc, ces trois pôles-là, j'ai dit, ben coudonc, ça ressemble beaucoup à ce qui se vit dans le groupe de co-développement. Et puis là, je comprends pourquoi que le groupe de co-développement, ça fonctionne. Alors, à partir de ces présupposés, on peut s'intéresser maintenant aux actions prioritaires dans le modèle de Yves. Donc, si on va sur la diapo suivante, on va voir apparaître différentes actions. Puis, dans ces actions-là, vous voyez qu'il y en a trois. Donc, on va les voir mieux peut-être sur la diapo suivante. Dans le fond, oui, quand j'avais questionné Yves sur qu'est-ce que tu fais toi comme accompagnateur, il m'avait dit, Brigitte, moi, dans mon temps dégagé, je fais trois choses. Je vais co-animer en classe en fonction d'intentions qui sont préétablies avec les enseignants.
Donc, c'est pas de la surveillance, c'est pas de la supervision, c'est vraiment, on va ensemble dans la classe, puis on se donne une intention. J'accompagne des projets, planification, réalisation, mais ce que j'aime le plus, c'est de faire de l'accompagnement comme animateur de groupe de co-développement. Et ça fait des années que ça porte Yves dans ses intentions d'être capable de rassembler des gens puis de les aider à se co-développer ensemble. Et c'est ça qu'on va prendre aujourd'hui. On va vous parler seulement de cette bulle-là parce que c'est le propos central de notre présentation. Donc, dans les prochaines minutes, on va vous présenter qu'est-ce que le co-développement professionnel, pourquoi c'est important d'en mettre en place, mais surtout, pour des praticiens, comment on peut le faire? Quels sont les outils concrets pour le faire? C'est toujours, hein, rappelez-vous qu'en début de webinaire, je vous disais, vous prenez ce qui va avec votre façon de voir, avec votre contexte. Donc, vous allez piger dans ce qu'on vous dit, puis vous dites, ben, ça fait du sens ou ça n'en fait pas, puis vous mettez ça ou non dans votre modèle. Donc, on entre dans le co-développement avec le quoi, pourquoi, comment. Donc, qu'est-ce que le co-développement? Voilà. Le groupe de co-développement, on s'est basé sur le livre de Payette et Champagne. Donc, c'est une approche de formation qui mise sur le groupe, sur les interventions entre les participants pour favoriser l'atteinte fondamentale, c'est-à-dire améliorer sa pratique professionnelle. Puis le principe de base, bien, dans le fond, c'est que en tant que groupe, on va écouter, on va s'entraider entre collègues, puis dans le but de justement tout le monde avoir une meilleure pratique professionnelle. Alors, le pourquoi, hein, ça nous ramène aux intentions. Puis, c'est important quand les gens s'engagent dans un type de dispositif de cette type-là, d'être capable d'avoir un moment où on va se parler des intentions. Puis, Adrien Champagne, Payette Champagne, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est ça peut être pour savourer le plaisir d'apprendre, simplement. Ça peut être pour apprendre à aider et à être aidé. Ça peut être aussi pour apprendre à être plus efficace, prendre un temps de réflexion, avoir un groupe d'appartenance, consolider son identité professionnelle ou comprendre et tenter de formaliser ses modèles. Donc ça, c'est toute la panoplie d'intentions. Puis ce qu'on gagne à faire, en fait, c'est d'aider les gens à mettre des mots. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une intention claire d'engagement envers soi-même pour être capable de contribuer de façon intéressante. Puis on verra ce qui a été retenu là, dans le cadre du projet là, comme élément moteur par rapport à ça. Donc, on revient avec... est-ce que c'était moi, ça? Oui. Donc, on revient avec le tableau de Mme Joséphine de Bucamurera, les dimensions d'insertion professionnelle. Donc, on touche beaucoup les trois pôles qui étaient là, donc l'organisation, la socialisation organisationnelle. Donc, après ça, la professionnalité, les fameuses 13 compétences et compagnie. Et la dimension personnelle et psychologique qui est souvent... je dirais, mis de côté un peu quand tu es pris tout seul avec tes problématiques, mais là, tu es capable de réseauter puis d'avoir du support de tes collègues. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ici? Non, ça va pour ça. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est qu'on va vous partager une expérimentation qui a été vécue en 2018-2020 au centre de services scolaires dans le contexte où Yves était enseignant dans une école primaire, à l'école Saint-Vincent. Et c'est un projet qui était soutenu par le centre de services comme projet pilote pour éventuellement pouvoir le déployer plus largement auprès de d'autres milieux. Donc, les prochaines séquences de diapos là, sont vraiment en lien avec cette expérience-là qui a été vécue ensemble. Voilà. Donc, ici, là, on va avoir une petite technique à faire. On va vous présenter une vidéo. C'est un partage de témoignages complètement, je dirais, spontané suite à un groupe de co-développement. Donc, il y a deux profs expérimentés et puis deux profs novices qui ont participé au groupe de co-développement. Puis, ils partagent un peu qu'est-ce que ça leur a apporté de participer au groupe de co-développement. Puis, votre intention d'écoute, dans le fond, c'est d'essayer d'identifier les indicateurs qui répondent aux trois besoins psychologiques de base, c'est-à-dire la filiation, donc se sentir pas tout seul, là, être avec des personnes, se sentir responsable, apprécié d'un groupe.
être capable de faire des choix ou avoir la perception de faire des choix pour avoir la perception d'être compétent. Alors, si ça va bien, tantôt ça allait très, très bien, je clique ici. Et puis là, vous voyez l'image et le son devrait augmenter au fur et à mesure. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le co-développement apporte chez vous? Alors, ben, pour ma part, c'est vraiment un groupe de soutien entre collègues où on est là pour discuter d'une problématique, pour s'entraider, pour se proposer des solutions avec une démarche qui est vraiment fixe et très claire. Et c'est un temps qu'on prend pour discuter, pour échanger, mais autant entre des enseignantes qui sont expérimentées que des personnes, des nouvelles enseignantes. Puis ça permet d'avoir une belle discussion, d'aller chercher l'expérience de certains ou de certaines, puis en même temps d'aller chercher des nouvelles idées, de la vitalité auprès de nos jeunes collègues. Alors, c'est un beau moment pour communiquer, chose qu'on n'a pas souvent le temps dans notre profession de prendre pour pouvoir discuter des choses qu'on vit ou comment on se sent par rapport à notre pratique. Moi, je t'avoue que sur le coup, si c'était pas de l'engouement de collègues qui avaient fait la démarche l'an passé, je suis pas certaine que je me serais impliquée dans la formation du co-développement. Donc, quand on en a parlé en statutaire, le fait d'entendre des enseignants qui en ont parlé et que ça les avait fait cheminer, ça les avait fait grandir, que ça les avait aidés sur certaines problématiques, ça a piqué ma curiosité. Puis, moi, ce que je viens chercher ici, en fait, c'est vraiment le côté de soutien, justement, le temps d'arrêt qu'on a pour réfléchir, puis le côté confidentiel aussi, le fait qu'on soit tous entre collègues, ça amène un autre point de vue, une autre dynamique que les statutaires où ce qu'on a des échanges aussi. Puis j'aime le fait que ce soit une démarche très, très claire. Donc, on ne s'y perd pas. Il y a vraiment une structure qui fait en sorte que c'est efficace. Je suis agréablement surprise parce que je ne vous cacherai pas que sur le coup, je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis finalement, voilà, les deux cas qu'on a eus sont très différents. Mm-hmm. Ça aussi, je trouve que malgré le fait qu'on ait de l'expérience, on vient chercher autre chose à laquelle on n'aurait pas pensé par la richesse des échanges. Voilà. Un beau moment à vivre dans une carrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que le co-développement vous apporte? Pour ma part, le co-développement m'apporte beaucoup de soutien. En fait, avec le groupe dans lequel on est, on sent qu'il n'y a pas de jugement. Donc, on peut partager nos préoccupations, puis recevoir des conseils des autres, des enseignants plus expérimentés ou non, puis en faire un peu ce qu'on veut avec, dans le sens qu'on peut utiliser les stratégies en cohérence avec nous-mêmes pour mieux cheminer dans notre profession, dans notre pratique. Tout à fait. Pour ma part, je dirais, c'est de vraiment avoir la chance d'avoir un temps qui est déterminé pour pouvoir parler d'une problématique qu'on vit, d'avoir aussi des enseignants qui sont expérimentés, autant que des enseignants qui sont précaires comme moi, pour avoir l'opinion de ces gens-là. Puis après, comme ma collègue a dit, de pouvoir choisir ce qui colle vraiment à moi pour mettre en place puis améliorer ce qui me pose problème là, dans ma pratique. Merci. Donc, si on fait un petit retour, au niveau de l'affiliation, on parlait de groupe de soutien, d'entraide, communiquer. Donc, c'est des pistes, là, des indicateurs d'affiliation. L'autonomie, on parlait de choisir, la cohérence avec ma situation, la richesse des échanges, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de buffet chinois de propositions, puis là, on pouvait choisir ce qui était cohérent avec mes croyances, mes valeurs, mais aussi ma situation dans ma classe, qui est peut-être c'est peut-être pas le même choix que ma collègue ferait pour sa classe. Et puis, le sentiment de compétence, mais le fait de partager ses idées, puis de voir des fois que ton idée peut être retenue, bien là, même pour les novices, c'était quelque chose de vraiment gagnant. Donc, c'était un petit peu ces enjeux-là. Voilà. Donc, on a ici quelques exemples de questions retenues lors du groupe de co-développement à Saint-Vincent. Je vais en lire juste 3. Celle qui est la première qui est noircie. Là. Trouver une procédure, qui, quoi, quand, comment, afin d'augmenter le support aux élèves qui ont un plan d'intervention. Donc, segmenter la tâche reformulée. Donc, c'était essayer de trouver une piste
de solutions pour ça. Si je prends le suivant, comment s'outiller pour diminuer l'anxiété chez certains élèves afin que cela soit moins énergivore pour l'enseignant? Une autre piste, entre autres, en bas. Comment m'outiller afin d'améliorer mon autonomie professionnelle tout en respectant les différents... Là, il y a quelque chose qui est écrit ici. Oups. Hein. Excusez-moi. Je ne suis pas capable de lire. Il y a quelque chose sur le... Les différentes exigences. Voilà, des merci. enseignants. Alors, les différentes exigences des enseignants avec qui je partage la classe dans le cadre des compléments de tâches. Donc, c'est des exemples concrets vraiment. Puis souvent, tantôt, il y avait une collègue qui disait, ben là, on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait avec ça, tellement la consigne ou la demande était complexe, mais à chaque fois, on trouvait une façon de ressortir avec des pistes. Voilà. Ensuite, donc, comment animer le co-développement? Comment on organise ça? Tout d'abord, en fait, on avait déjà regardé ensemble l'importance de l'alliance mentor-mentoré. Donc, dans une base individuelle, c'est important de créer cette confiance-là puis d'installer les bases. Mais dans le groupe de co-développement, c'est tout aussi important. Donc, on va mettre une alliance de travail autant du point de vue relationnel qu'organisationnel. On va prendre le temps de placer des valeurs communes pour vivre le groupe, les séances ensemble. Et surtout, on va convenir de l'aspect éthique. Ça a été nommé par une des enseignantes là, dans la vidéo. Savoir qu'il y a un côté confidentiel de ce qui va se dérouler durant la séance de co-développement. Il y a toute la partie aussi du respect de soi et de l'autre, hein, parce que parfois, quand on met nos pratiques ensemble, mais peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses ou on n'a pas les mêmes référents pour faire des choix. Donc, c'était vraiment un élément à placer en tête. Et aussi la loyauté envers l'organisation. Donc, au niveau de l'éthique, c'est pas un espace pour aller vivre du défoulement. Hein, c'est vraiment un espace constructif où on ne va pas nécessairement chercher des coupables, mais plutôt chercher des solutions pour être capable de construire des solutions gagnantes et riches de l'expérience de chacun. Naturellement, il y a les rôles à jouer, donc on va vous les présenter tout à l'heure dans la démarche. Fait que ça, c'est au niveau relationnel. Puis parfois, faut revenir sur cette alliance-là quand on voit qu'il y a des choses peut-être qui échappent là, au groupe. Au niveau de l'alliance organisationnelle, ben, ça prend quelqu'un qui va structurer, penser, planifier. Donc, qui organise les rencontres? À quelle fréquence? Où est-ce qu'on se rencontre? Est-ce qu'on fait des rencontres Teams? Est-ce qu'on fait des rencontres en présence? Est-ce qu'on a un local approprié pour le faire? Quelle sera la durée moyenne des rencontres aussi? Il y a des moyens qu'on peut le faire rapidement ou on peut d'autres de temps où on peut prendre un peu plus de temps dans notre journée. Est-ce qu'on va déterminer le calendrier à l'avance pour avoir des temps répartis sur l'année? Et est-ce qu'on va laisser des moments aussi possibles pour des rencontres express? Par exemple, il y aura un problème avec une situation que vit un enseignant en insertion. Est-ce qu'on est capable de se rassembler rapidement pour aider la personne? Qui va conserver les notes de la rencontre? Dans quel but ce sera fait? Et aussi comment on peut communiquer entre nous durant les rencontres. Donc ça, ce sont les éléments souvent qui vont s'installer peut-être même avant même la première séance de co-développement pour bien comprendre la partie relationnelle et organisationnelle. Donc, selon suggestion de paillettes et champagne, moi, évidemment, j'ai lu le livre et il proposait, là, j'ai mis des petites couleurs pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, le grand rectangle, ça se trouve être comme une table. Là, j'ai mis à l'intérieur les 6 étapes qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, dans la pastille mauve, il y a l'animateur ou le CP ou un mentor là, qui pourrait servir d'animateur. Et on place le client. Donc, on parle de client à ce moment-là, dans cette approche-là. Le client, le mentoré ou la personne là, qui veut avoir des pistes de solutions sur sa problématique se place en face. Et chaque côté, dans les pastilles vertes, bien, les consultants, donc soit les mentors ou les mentorés qui assistent à la rencontre, s'installent là. J'ai mis en bleu le petit rectangle TNI.
moi, je m'étais organisé, moi, pour avoir le TNI en arrière de moi pour être capable de présenter les étapes puis les rôles de chacun à chacune des étapes qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, si on passe à l'outil ici, donc on a bâti un outil pour être capable de suivre les étapes, mais aussi de noter autant le client que le mentoré que les consultants. Même l'animateur pouvait prendre des notes. Donc, pour séparer les 6 étapes de cette démarche-là. Donc, la première étape, c'est une démarche qui dure à peu près 50-60 minutes. Il y a possibilité de couper en deux si on veut faire une petite rencontre là, de 30 minutes. Mais grosso modo, donc, la première étape en 5 minutes, exposer, donc le client va exposer sa problématique. Et puis, il va être capable de donner un petit peu des détails sur le contexte, les émotions qu'il a vécues ou qu'il vit. Puis là, à ce moment-là, les consultants écoutent sans laisser percevoir d'émotions. Donc, on appelle ça la poker face. Parce que c'est les premières fois que tu présentes, moi, j'avais cassé la glace, j'avais comme modélisé la démarche. Donc, j'avais comme le double rôle animateur et client là, pour montrer que ça se faisait, mais j'ai réalisé que émotivement, quand tu parles, tu te mets à nu, carrément. Tu te mets à nu, fait que c'est important d'avoir 0 réaction de la part des consultants. La deuxième étape, d'à peu près 10 minutes, clarification de la problématique. Là, à ce moment-là, le client, lui, va répondre aux questions qui sont assez succinctes. Puis, ils ne doivent pas se mettre à. Les consultants ne doivent pas se mettre à poser des questions ou essayer de régler la problématique. Ce qu'ils veulent, c'est clarifier la situation en posant des questions. Puis, le client, lui, le mentoriste, c'est-à-dire, va y répondre, mais de façon succincte. Et à la troisième étape, des fois, c'est plus rapide, là, mais le client va essayer de nommer sa demande. J'aimerais avoir de l'aide sur telle chose. Je souhaite avoir de l'aide sur telle chose. Et dans certaines situations, si on se met à donner, on poursuit la démarche sur une fausse problématique, une problématique qui n'a pas été bien cernée, bien là, des fois, c'est peut-être une très bonne solution, mais pas pour la bonne problématique. À l'occasion, c'est arrivé que ça avait pris beaucoup de temps pour qu'on puisse s'entendre sur le contrat. Donc, on avait fait même un tour de table pour que tout le monde s'entende. Bon, ben là, moi, c'est ce que je pense qui est la problématique. Donc, il faut vraiment avoir s'entendre sur un contrat de consultation. Et après ça, la quatrième étape, là, c'est là, pendant 20 minutes, on a tout ce qui est possible à titre de consultant là, de donner comme conseils, commentaires, propositions, des pistes de réflexion. Même si on n'est pas sûr, on les partage. Puis à ce moment-là, le client, lui, note les propositions. À la cinquième étape, puis là, justement, à la quatrième étape, le client, lui, ne parle pas. Il fait juste noter, puis il ne réagit pas. À la cinquième étape, là, il y a une espèce de synthèse et plan d'action. Donc, le client va nommer, va quantifier, va dire, bon, ben moi, ça, telle stratégie, je l'essaye. Telle autre stratégie, je vais la mettre pour plus tard. Ça, je vais l'essayer tout de suite. Celle-là, j'aurais besoin d'aide. Donc, il fait un petit peu son plan de match pour le partager à ses collègues. Et la dernière étape, la sixième étape, donc l'évaluation de la démarche. On fait un tour de table pour savoir un peu qu'est-ce que tout le monde en a ressorti, soit comme au niveau de la démarche comme telle, ou encore moi, dans ma pratique professionnelle, ça m'a fait penser à telle chose. Je vais revisiter telle situation. Et puis, voilà, donc la démarche se termine comme ça. À la prochaine, au prochain groupe de co-développement, ben là, la personne qui avait expérimenté des choses, ben là, va faire un suivi et puis va dire, bon, ben voici qu'est-ce qui a fonctionné et puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, je parlais du TNI tantôt.
il y a un beau matériel que Karine Jacques, une orthopédagogue, avait produit. Puis moi, c'est ce document-là que je projetais derrière moi lors de sur le TNI. Et puis, ça explique les 6 étapes. Qu'est-ce que chacune des personnes fait? Tu parles, tu écoutes, tu prends des notes. Fait que on va la mettre aussi dans les outils. Voilà. Donc, pour la suite, je vais aller un petit peu plus rondement parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes avant de terminer, puis je veux vraiment qu'on ait le temps de prendre des questions. Donc, on vous a laissé, puis là, vous allez avoir accès au diaporama aussi. Donc, vous avez sur une diapo un peu l'attente au niveau des qualités recherchées chez la personne animatrice. Donc, on voit bien là, qu'il y a des fonctions qui sont dédiées à l'animateur. Puis à droite, ce que vous avez, c'est vraiment le témoignage des enseignants qui ont partagé là, ce qu'ils avaient apprécié dans l'animation, les caractéristiques de l'animateur chez Yves. Mais je n'irai pas plus loin là, pour qu'on puisse vraiment aller écouter les questions. Donc là, vous avez l'animateur. Sur la page suivante, on vous a laissé aussi des outils de communication qu'on vous avait présenté au premier webinaire. Donc, c'est vraiment quand vous êtes consultant ou mentor, qu'est-ce que vous avez à peut-être incarner en termes de soutien et d'accompagnement auprès des personnes. Donc, vous avez plusieurs stratégies possibles. Puis, on vous a aussi laissé un calendrier. Peut-être juste, Yves, en 2-3 mots, donner Ouais, 2-3 mots. quelques Ben, pistes là-dessus. grosso modo, c'est d'avoir un plan de match pour faire évoluer ça. Donc, tu sais, nous, ça s'était passé là, de novembre jusqu'à février, mais à la première étape, oui, non. On avait eu comme un moment de publicité pour être capable de dire, bon, ben, lors d'une statutaire, voici qu'est-ce que c'est le co-développement. S'il y en a qui sont intéressés à l'étape orange, il y avait comme un dîner-rencontre où est-ce qu'on expliquait qu'on formait les équipes. Mais là, dans le cadre de mentors qui font plusieurs écoles, c'est peut-être une autre dynamique. Mais grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le temps de s'arrêter puis de faire un calendrier, puis de négocier des libérations, des temps, des plages horaires pour qu'on puisse mettre en place le co-développement. Ici, les fameuses retombées, on peut aller vite aussi encore, mais on a repris les thèmes tantôt que Brigitte avait nommés, puis on avait recueilli différents commentaires lors du retour là, sur le co-développement. Donc, apprendre à être aidé, je pense que c'est quelque chose de majeur. Des fois, surtout les novices veulent montrer qu'ils sont capables, ils veulent montrer qu'ils sont capables par rapport à l'évaluation qu'ils vont avoir, mais par la direction, mais il faut faire preuve d'humilité. Puis je crois qu'à chaque fois que je rencontre une personne, moi, qu'est-ce que j'aurais changé dans ma démarche? J'aurais demandé de l'aide plus tôt. Donc, il faut. Ben voilà. Donc, vous irez voir si vous avez besoin de quelques commentaires pour les retombées. Donc, ici, on a mis aussi en évidence les conditions de succès qui ont été identifiées par les auteurs de cette démarche-là. On en a parlé tout à l'heure, l'entente de confidentialité, l'engagement de chacun, mettre le climat en place. Je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que pour que ça fonctionne, ce type de dispositif, il faut vraiment créer l'espace où les gens vont pouvoir se rendre vulnérables, partager leurs défis, puis avoir vraiment un espace de confiance pour aller chercher de l'aide. Et pour conclure, en fait, on revient sur notre propos de départ. Tout ça s'inscrit dans un modèle. Hein. C'est comme si aujourd'hui, là, on vous avait donné, par rapport à la 4e puce, un modèle de rencontre d'accompagnement collectif qui peut venir en complément aux rencontres individuelles. Donc, c'était notre intention d'ouvrir votre coffre à outils. On va voir aussi sur la diapo suivante que Yves, on a mis en évidence certains de ces morceaux de son propre modèle d'accompagnement pour lequel le co-développement était vraiment central. Et bien sûr, on espère que dans ce qu'on vous aura partagé, vous aurez retenu quelques petites idées pour peut-être enrichir votre propre modèle de développement.
On vous laisse avec quelques citations qui portent sur l'importance du développement professionnel collaboratif. Parfois, ça peut être intéressant pour faire parler les personnes au départ, pour voir quelle importance elles accordent à la collaboration. Et on vous laisse aussi, dans les diapos suivantes, les 2 articles. En fait, ce qu'on a parlé assez rapidement aujourd'hui du modèle, mais on vous laisse quand même 2 articles pour lesquels c'est repris de façon spécifique. Un article sur le modèle d'agir compétent de Yves et le deuxième sur l'expérience de co-développement à l'école Saint-Vincent. Puis vous avez bien sûr des références aussi. Donc, on arrive à 10 minutes de la fin. Il nous reste à vous remercier pour votre présence ce soir et aussi on aimerait vous entendre rétroaction peut-être s'il y a des éléments. On prendrait peut-être dans les 10 prochaines minutes les éléments saillants. Puis s'il y en a qui veulent rester ou nous contacter pour d'autres choses, ça nous fera plaisir là, de poursuivre avec vous, mais peut-être en parallèle. Un grand merci à vous deux pour votre générosité, de vos témoignages aussi de ce modèle d'accompagnement qui est différent de ce qu'on a peut-être déjà connu dans nos milieux. Donc, la parole est à vous. Si certains parmi vous souhaitent témoigner ou encore poser des questions à nos conférenciers, vous pouvez le faire et sachez que les documents complémentaires seront déposés sur le site du SNP en même temps que l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, est-ce que nous avons des gens qui souhaitent réagir ou poser une question? Des gens qui ont peut-être expérimenté déjà comme enseignant, comme conseiller cette approche, voir si vous avez des compléments peut-être à témoigner en fonction de votre expérience. On a des merci dans le clavardage. Plein de gens qui nous disent merci, bien entendu. On a une main levée, M2755. Oui, c'est moi, Sylvie. Je voulais savoir, vous l'avez peut-être dit, mais est-ce que c'était dans des temps après les heures d'école? Est-ce que c'était sur l'heure du dîner? Est-ce que c'était en libération? Ouais, Le fait que c'était un projet pilote, au départ, on avait, comme on a dit, des conditions gagnantes parce qu'on voulait expérimenter à fond. Mais Yves, je pense que tu as expérimenté aussi d'autres modalités. On avait vraiment une libération pour les profs, mais ça a créé une impulsion et puis je dirais comme une forme d'inertie positive. Et puis quand le projet a terminé, là, l'année d'après, les profs, on a pu faire des co-développements d'urgence. Où est-ce il y avait une novice qui était en degré multiple, puis là, ça n'allait pas. Donc, rapidement, on s'est mobilisé. Puis, on a pu faire, je pense qu'on en a fait 2 ou 3 pendant l'année. Donc, la culture était là, dans cette école-là, là, pour approfondir ça. Mais on avait vraiment une Cadillac, là, un projet avec une libération et tout. C'est ça. Fait que, il faut dans ce temps de coupure, il faut être créatif un peu. Peut-être qu'on peut. La raison pour laquelle on le faisait là, c'est peut-être pour être capable de semer des graines, puis peut-être d'avoir une alliance avec la direction d'école pour mettre ça dans la tâche en minutes ou être capable d'échelonner ça. Donc, le fameux calendrier qu'on a passé vite, c'est peut-être un peu un outil là, de négociation pour être capable de mettre ça en branle. Voilà. Merci. Madame Isabelle Tremblay. Je me demandais, pour être certaine de bien comprendre, là, les participants, ce sont bien les mentors et les mentorés avec soit un conseiller pédagogique, c'est bien ça? Nous, on l'a animé. Moi, j'étais mentor avec des collègues, simplement, dans la même école. Pas nécessairement des mentors. Pas nécessairement des mentors. Mais moi, tu sais, là, on a réfléchi, dit, bon, ben là, on avait vraiment la Cadillac, là, tu sais, une libération avec des suppléants dans ce temps-là. Avant la pandémie, il y avait des suppléants, là, il n'y en a plus. Mais grosso modo, là, on essaie de voir, bon, ben si, mettons, il y a plusieurs mentors avec plusieurs novices qui se regroupent, soit dans une école ou 2 écoles à proximité ou peu importe. Avec Teams à cette heure, là, on est rendu quand même
quand même habile, là. Ce matin, je faisais un accompagnement, puis la prof a dit, elle était toute triste de me raconter ce qu'elle vivait, mais je dis, écoute, ce que tu vis, là, je l'ai vécu, il y a quelqu'un qui l'a vécu hier, puis avant-hier, puis l'année passée, tu n'es pas la seule. Fait que le fait de briser l'isolement comme ça, c'est de voir que tu n'es pas la seule à vivre ce type de désarroi-là, parce que les autres, c'est intense, là. Mais là, son sentiment de compétence a fait ah, ben, je sais pas ça, OK, c'est normal, mais oui, c'est normal. Tu es en début de carrière, puis là, tu as une classe difficile, puis donc on va regarder ça ensemble, mais tu n'es pas la seule personne, hein, tu n'es pas la première personne que j'accompagne. Donc, c'est pour ça qu'on a mis mentor et mentoré, là. Ouais. C'était pour vous donner cette réflexion-là. J'ajouterais peut-être à ça, Yves, qu'en fait, le principe aussi qu'on veut illustrer aujourd'hui, c'est que si vous êtes plusieurs mentors, vous rencontrez chacun vos mentorés de façon séparée, mais il y a peut-être un intérêt à les placer ensemble pour qu'il y ait accès aussi à plusieurs stratégies, modèles, suggestions. Et aussi, ce que les gens nous ont dit, ceux qui étaient mentors dans le projet initial ont dit qu'ils avaient aussi appris des novices, qui avaient été chercher des super idées, puis donc, l'idée d'avoir plusieurs types, c'est sûr que la personne qui est dans le modèle qu'on vous a présenté, la personne qui reçoit le service, on privilégie que ce soit une personne mentorée, mais autour de la table, il pourrait y avoir plein de mentors et mentorés qui vont aussi aller chercher de l'expérience. Je vais faire du pouce avec ce qu'Isabelle tantôt là, disait, Isabelle Tremblay. Puis Brigitte, dans le fond, les mentors aussi présentaient une problématique. Pas les mentors, les collègues expérimentés présentaient aussi une problématique. Et là, de voir le regard des novices qui disaient hein, tu as 25 ans d'expérience, puis tu as encore des problématiques. Ben oui, je n'ai pas tous les outils, les temps changent, les méthodes changent, les élèves changent. Puis là, ben, de voir, de réaliser qu'un prof avait besoin aussi de réfléchir, s'asseoir, puis réfléchir, puis voilà, donc ça a été peut-être expérimenté aussi, de s'exposer à titre de mentor comme client, ça peut être intéressant aussi. OK, merci. Merci beaucoup. On a monsieur Rémi Lavoie. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'interroge sur le bloc jaune qui précédait vos rencontres. Pour avoir déjà vécu ce type d'affaires-là, quand on tombe dans la phase de clarification où là, les gens autour de la table peuvent poser des questions, il y a comme des réflexes naturels qui émergent où là, les gens se mettent en mode solution dès ce moment-là. Comment, là, je reviens dans votre horaire sur le bloc jaune, comment on prépare bien son groupe à ce que ça se déroule bien? Ben, c'est là que quand je disais que moi, comme mentor, ça m'avait fait développer professionnellement parce que là, il faut que tu apprennes à animer puis à dire OK, là, on n'est pas rendu là. Là, on pose des questions. Je vais t'inviter à reformuler ta question. Puis ça devient comme un jeu, là, puis les personnes embarquent dans cette game-là. Là. Mais c'est ça, c'est là que tes habiletés de mentor, d'écoute, de reformulation, d'animateur se développent. Puis voilà, c'est un peu la réponse que je. Parce que des fois, ça a un effet un peu comme frustrant ou cassant ou ça brise la dynamique. Donc, c'est pour ça que je me questionnais sur le avant. Comment on prépare son groupe parce que ce bout-là se passe bien? C'est ça, tu sais, quand il y a une collègue dans le témoignage, elle dit ben, la structure est la démarche est vraiment structurée. Ben, c'est ça, c'est encadrant, puis on se fie à la démarche. Puis là, je te ramène, on est là, on passe pas de commentaires, on pose des questions. Puis le groupe prend de l'expérience d'une fois à l'autre. En plein ça. Il faut faire voir, M. Lavoie. Tu sais, dans le fond, la diapo 35, vous pourrez y référer où on a les outils de communication sur lesquels j'ai passé vite tout à l'heure, mais on fait voir aussi que c'est un espace pour se voir accompagner en conscience. Est-ce qu'on est habitué de donner toujours, parce que c'est sûr que dans le groupe, dans ce modèle-là, il y a l'idée de mettre notre expertise, puis donner des solutions, puis apporter des idées, mais si on y pense comme il faut, ce qu'on veut davantage développer, c'est la capacité à questionner, à proposer peut-être des pistes alternatives de réflexion, etc. Fait que moi, j'aime bien quand je fais un retour à la fin. Oui, qu'est-ce que ça a apporté au mentoré? Hein? Donc, dans les étapes que Yves vous a expliquées, la dernière, c'est « mais qu'est-ce que j'en retire aussi comme accompagnateur? » Et là, on développe à ce moment-là un intérêt. Et quand l'animateur reprend et dit « Attendez un petit peu, M. Lavoie, là, je pense que là, vous êtes en train de rentrer avec une question qui comprend une réponse. Est-ce qu'on est vraiment en train de clarifier? » La personne a dit « C'est vrai, tu as raison. » Puis là, il se replace parce qu'on y voit comme un espace d'apprentissage aussi.
pour mieux accompagner. Fait que je pense que c'est le sens qu'on peut donner à ça. Puis c'est vrai qu'au départ, ça peut être assez encadrant, mais moi, j'aime bien aussi utiliser la sonnerie. Je leur dis, c'est pas moi qui va t'arrêter, là. Tu vas t'arrêter toute seule parce que ça va sonner à un moment donné. Puis là, on va passer à l'autre étape. Ce qui fait que le groupe se régule. Pour pas, puis oui, l'animateur joue un rôle important pour gérer un peu la dynamique, mais je pense qu'on développe aussi la maturité du groupe avec les séances. C'est très intéressant. On a plusieurs commentaires dans le clavardage en lien avec des gens qui ont fait des processus de co-développement il y a des vingtaines d'années, sous d'autres noms, avec seulement que des enseignants. Une personne qui nous dit qu'elle se rend compte que les mentors, c'est la fondation même de tout ça. Alors, je vous inviterai à lire les commentaires. Ouais. C'est très, très, très intéressant ce qu'il y a dans les commentaires. Oui, je dirais peut-être aussi, j'ai vu là, bon, les gens de l'Association des conseillers pédagogiques, je sais que les directeurs d'école aussi, les cadres scolaires vivent cette approche-là. Puis là, nous, ce qu'on trouvait important, c'est que ça soit apporté aussi dans les écoles. C'est sûr que ça demande autre chose parce que, bon, il y a les enjeux de libération et tout ça, puis la classe, mais on avait peu vu quand nous, on l'a vécu en 2018, d'expérience ou d'exemple que ça avait été vécu à l'école primaire ou à l'école secondaire. Donc, mais cette méthode-là existe depuis très longtemps déjà, puis a fait ses preuves. Il y a des recherches qui se sont appuyées sur le modèle aussi. Donc, si vous avez de l'intérêt, puis il y a moyen de l'adapter aussi, puis de l'apprendre. Je sais que tu avais demandé, Maud, peut-être qu'on regarde le modèle par rapport à d'autres types de COP, de CAP. Bien, ça peut être une façon à intégrer dans une COP ou une CAP à un certain moment donné, peut-être sur une formule plus courte aussi. Moi, je le vis souvent en 30 minutes. OK? 30 minutes. Je réunis 3 personnes qui ont des enjeux dans mes groupes d'étudiants. Ensemble, 30 minutes chacun, ils passent à travers les étapes. Puis à un moment donné, si tout le monde veut passer, ben, on s'autodiscipline puis on arrive à apporter des pistes à chacun. La formule 30 minutes est sortie par ailleurs, justement, dans les commentaires. J'ai tout copié les commentaires. Là, je pourrais vous les transmettre aux conférenciers pour que vous ayez une rétro en différé de notre rencontre d'aujourd'hui. Super. Fait que là, nous, on va se retrouver à l'automne. La date n'est pas sortie, mais il nous reste un 3e webinaire où on a préparé des choses pour vous aussi. On va revenir plus à l'individuel, à l'accompagnement individuel, mais on voulait faire à ce moment-ci vraiment un petit clin d'œil à l'accompagnement collectif pour mettre ces outils-là de plus dans votre sac. Alors, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Puis, vous avez nos coordonnées aussi si jamais vous avez des questions plus précises ou sur lesquelles on est passé peut-être un peu vite, là, étant donné le court temps qu'on avait aujourd'hui. Mais ça nous fera plaisir. Là, Puis avec les articles, avec le diapo, vous avez tout ce qu'il faut pour vous familiariser. Vraiment, vous êtes d'une grande générosité à chaque fois et puis je pense que les gens seront probablement au rendez-vous à l'automne. Surveillez vos boîtes courriel pour pouvoir vous inscrire sur le formulaire là, comme c'est fait à chaque fois. Et puis, un grand, grand, grand merci de votre présence aujourd'hui, autant les conférenciers que les collègues chercheurs, que tous les membres du domaine de l'éducation aujourd'hui. On vous souhaite un bon congé pascal. N'hésitez pas à faire appel au SNP si vous avez des questions ou vous avez besoin de clarification et à aller consulter notre site puisque la publication sera présente très, très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye. Merci, bye bye.